Chapitre 21. Aux alentours de 10 heures, les bruits de pas fatigués sur le gravier furent interrompus par une voix qui cria à tout le monde de s'arrêter. Léo se retourna. Une femme agitait son téléphone comme un drapeau. « Hé ! J'ai du réseau ! Je capte la 3G !» Chacun convergea immédiatement vers elle. La plupart des gens avaient trouvé leur téléphone éteint en se réveillant. Seules quelques personnes avaient encore un peu de batterie. Même si tout le monde le pensait sans oser le dire, ils espéraient tous que le monde avait continué de tourner au-delà de leur train, que les réseaux téléphoniques étaient intacts, qu'Internet était sain et sauf, que les centrales électriques fonctionnaient et que l'ordre public était maintenu. Bref, ils espéraient que quelqu'un avait la situation en main. Et que la seule raison pour laquelle ils ne recevaient plus aucune nouvelle, c'était que leur train les avait lâchés dans un trou noir du réseau. Léo, Jennifer, Eva et Grace se joignirent à la foule qui se massait autour de la jeune femme. « Allez sur le site de la BBC !» dit quelqu'un. « Il n'y a pas de temps à perdre, surtout qu'il nous faut des infos. »« D'accord, d'accord !» répondit-elle en tapotant sur son téléphone. « C'est quoi déjà l'adresse ? bbc.co.uk ou... Oh, donnez-moi ça !» D'autorité, quelqu'un s'empara de son téléphone pour taper l'adresse dans son navigateur. Une dizaine de gens se pressèrent pour observer l'écran terne. La luminosité était au minimum pour préserver la batterie. Ils attendirent le chargement de la page. « Merde, j'ai plus que 5%, commenta la fille presque en s'excusant. Léo se fraya un chemin parmi les passagers jusqu'à parvenir à voir l'écran lui aussi. Le logo rouge de la BBC était apparu, mais le reste de la page était encore grisé. Il jeta un rapide coup d'œil au visage anxieux qui l'entourait. Enfin, la page acheva de se charger. Une photo, un titre. La photo représentait le Premier ministre du Royaume-Uni, blanc comme un linge, l'air exténué et terrifié. En dessous de la photo, le titre. Le virus d'Afrique de l'Ouest au Royaume-Uni. Les mesures d'urgence au niveau maximal. Oh, mais bon sang! Que quelqu'un nous lise ça à voix haute! La jeune fille hocha la tête et s'exécuta. Tard dans la nuit, le Premier ministre a décrété l'état d'urgence. Tous les aéroports, les ports, les gares et les autoroutes sont fermés sans délai. Tous les résidents ont ordre de rester chez eux, de ne boire que de l'eau en bouteille et non au robinet, et d'attendre les prochaines instructions. C'est tout ? Elle secoua la tête et poursuivit. Les dispositifs Cobra, mis en place en cas de crise nationale grave, ont proclamé un certain nombre de lois martiales à effet immédiat. Premièrement, quarantaine à domicile imposée à tous les résidents. Personne ne doit rester dehors. Deuxièmement, l'armée et la police sont habilitées à abattre à vue tout contrevenant à la règle de quarantaine. Elle leva les yeux. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Elle reprit sa lecture. Troisièmement, le personnel des Cobras, l'armée, les fonctionnaires de police sont habilités à réquisitionner toutes les ressources qu'ils jugent nécessaires. Mais c'est dingue! S'écria quelqu'un. Il y a un autre article, poursuivit la jeune fille. Des cas d'infection ont été reportés dans la plupart des pays, si ce n'est tous. Dans de nombreux endroits, les services d'information, les services téléphoniques et Internet ne fonctionnent plus. On est d'accord que c'est une vaste blague, ou une émission de télé-réalité, hein ? Intervient un des jeunes hommes ivres de la veille, avant de regarder autour de lui plein d'espoir. Vous voyez là, le genre de truc mentaliste à grande échelle. La jeune fille poursuivit sa lecture. Le virus est capable de franchir toutes les barrières des espèces, sans exception. Il est mortel dans tous les cas, bien que la période d'incubation soit variée selon les victimes. L'étymologie reste inconnue. C'est un canular, insista le jeune homme. Allez, c'est évident que tout ça n'est pas vrai. Elle continua. En ce qui concerne son origine, on soupçonne un pathogène créé en laboratoire,
probablement issu d'une manipulation génétique. Cependant, comme l'ont suggéré certains experts, il pourrait s'agir d'un virus d'origine extraterrestre. Le jeune homme éclata de rire soulagé. Non mais voilà, un coup des envahisseurs extraterrestres. Bon allez, maintenant on est sûr que c'est une... Mec, la ferme, le coupa un de ses amis. Juste, ferme-la. Une théorie dit que c'est probablement un organisme transporté par une météorite et parvenu sur la Terre en état dormant, puis ravivé par l'eau à l'état liquide. La fille s'interrompit et fit glisser un doigt sur son écran. Il y a autre chose ? Elle secoua la tête. Ça s'est remis à charger, une seconde. Ils attendirent plus d'1 minute dans un silence religieux, écoutant la brise qui se glissait entre les maigres branches d'un arbre planté en haut du talus. Léo leva la tête. Il n'entendait plus les oiseaux chanter. Le calme était presque inquiétant. Ni vombrissement lointain des voitures, ni le bourdonnement des insectes, rien que la brise qui transportait les lourds nuages gris au-dessus d'eux. L'article, il a disparu !» s'exclama la fille. Elle se tourna vers les autres, bouche bée, les yeux écarquillés et pleines de larmes, puis montra son téléphone. Léo se pencha pour examiner l'écran obscur et vit marquer ces mots. « Service d'information de la BBC, suspendu à 7h45. » « Attendez, ça a été posté il y a plus de 2 heures !» protesta quelqu'un. Léo se mit à chercher sa mère du regard. Il la vit enfin, qui le fixait. Elle articula son prénom. Léo. « Maman, il n'y a plus rien ! La BBC, elle s'est arrêtée !» Soudain, il eut beaucoup de bruit. La fille voulait utiliser ce qui lui restait encore de batterie pour essayer d'appeler ses parents tant qu'elle avait encore du réseau. Le jeune homme répétait qu'il ne s'agissait que d'une caméra cachée d'une grande ampleur, et ses amis lui disaient de se taire. Une femme, qui s'était attelée à répéter ce que la fille lisait à voix haute pour que les gens hors de portée écoutent, se mit à pleurer. La voix d'Eva tonnait par-dessus tout le monde, les implorant de conserver leur calme. Léo joua des coudes pour s'extraire de la foule et rejoindre sa mère. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle lui agrippa la main et la tira contre elle. « Je ne sais pas, Léo, je n'en sais rien, je... » Elle est fragile, Léo. Les mots de Ben résonnaient dans sa tête. « Ce n'est pas grave, maman, ça ira. On va continuer et aller vers Norwich, d'accord ?» Elle acquiesça distraitement. « Oui, Norwich, c'est... » Maman ?» dit soudain Léo. « Oui, Grace ?» Elle a dit qu'elle voulait aller aux toilettes. Léo secoua la tête comme pour dire « Et tu l'as laissée s'éloigner ?» Il s'apprêtait à lui répondre quand il aperçut sa petite sœur, debout, derrière un grand buisson d'orties, tout en haut du talus. Elle commençait à redescendre la pente, quand elle s'arrêta, tendit le cou, l'air intrigué, et plissa les yeux. Elle a vu quelque chose. « Maman !» appela-t-elle. Jennifer se retourna soulagée. Grace leur crie autre chose, mais les voix irriguées de la foule étouffèrent ses mots. Elle désigna quelque chose du doigt. Jennifer et Léo suivirent du regard la direction qu'elle indiquait. Derrière eux, de là où ils venaient. On aurait dit un nuage de plumes qui tourbillonnait dans le long couloir de la voie ferrée, transporté par la douce brise, décrivant des spirales paresseuses, imprévisibles. Des plumes, comme si une bataille d'oreillers avait dégénéré, ou qu'une nuée de pigeons s'était écrasée sur le pare-brise d'un camion sur l'autoroute. C'était presque joli, cette farandole de fleurs printanières voltant le long de la voie ferrée abandonnée, sous un ciel assombri. Un véritable poster de cinéma. Un tableau dans le hall d'un hôtel. Il regarda sa mère. « Maman ? Est-ce que c'est... » Elle laissa sa phrase en suspens, incapable de la conclure. « Les flocons dont papa nous a parlé. Maman, c'est le virus, c'est forcément ça !» Elle continua de fixer le nuage, tétanisée, bouche bée, comme envoûtée, ou trop terrifiée, ou trop stupéfaite pour agir. « Maman !»
cria Léo en la secouant violemment par les épaules. « Maman, il faut qu'on y aille !» Le nuage s'approchait lentement. Il leur aurait suffi de trottiner pour lui échapper. Sauf qu'ils étaient coincés entre deux talus au milieu d'un ravin, couvert de broussailles enchevêtrées. Ils étaient bloqués sur le chemin du nuage, à moins qu'ils ne se mettent à escalader pour l'échapper. Mais c'était maintenant ou jamais. Jennifer acquiesça. « Eva !» Quelques mètres plus loin, la femme discutait avec animation avec une passagère d'un autre wagon. « Eva !» crie également Léo en s'avançant pour l'attraper par le bras. « Regarde !» Il lui désigna le nuage de particules qui avançait derrière eux au-dessus du rail. Il était beaucoup plus proche désormais. Un courant ascendant emmenait les mouchetures blanches vers le ciel, mais elles étaient coincées entre deux versants et se dirigeaient droit sur eux. Léo se demanda s'il avait la moindre chance de leur échapper quoi qu'il fasse. « Oh nom de Dieu !» lâcha-t-elle sans encore comprendre ce qu'elle voyait, mais tout de suite consciente que ce n'était pas une bonne nouvelle. « C'est le virus !» balbutia Léo. « Je crois que... » « Le virus !» hurla-t-elle. Tous les visages se tournèrent dans la direction qu'elle indiquait de son ongle turquoise. « Regardez ! Regardez là ! Il arrive !» Et la panique fut instantanée. Envolé le fameux flegme britannique. Plus personne n'était immobilisé par la crainte de passer par un idiot. Léo attrapa Eva par le bras et lui désigna Grace tout en haut du talus. Ils quittèrent précipitamment le ballast de la voie ferrée et commencèrent à escalader. Sa mère les rejoignit et attrapa l'autre bras d'Eva. « Allez, on y va !» La femme n'était pas mince et elle peinait à avancer avec ses escarpins aux pieds. Elle s'en débarrassa vivement et se pencha pour les ramasser. « Ah, mais il y a des épines là-dedans !» Léo regarda par-dessus son épaule. Le nuage n'était plus qu'à 20 ou 30 mètres d'eux. Les deux talus, de part et d'autre des rails, étaient désormais peuplés de gens qui les imitaient et tentaient d'enjamber les mauvaises herbes qui leur arrivaient à la taille. « Ne t'arrête pas !» ordonna Jennifer en tirant Eva par le bras. Un des jeunes hommes de leur wagon les rejoignit. Pas l'abruti qu'il pensait qu'il s'agissait d'une caméra cachée, mais son ami qui lui avait dit de la fermer. « Je vais t'aider !» dit-il à Léo en plaçant les mains dans le bas du dos d'Eva pour la pousser. Cette dernière glapit. Des épines, des orties et des brindilles agressèrent ses pieds nus. L'homme parvient à acquiescer un petit sourire. On aura l'air fin si c'est juste un gamin qui a balancé le rembourrage de son nounours. Léo se retourna à nouveau. C'est vrai que c'était exactement à ce à quoi ça ressemblait. Pas tant de plumes que le rembourrage d'une peluche. Il observa rapidement la petite douzaine de personnes qui s'étaient décidées de rester sur les rails. Soit parce qu'elles pensaient que ce n'était rien de grave, soit parce qu'elles étaient trop épuisées ou déconcentrées pour réagir, ou soit parce qu'elles craignaient d'avoir l'air trop bêtes, ou alors que, comme l'autre jeune homme, elles étaient convaincues que tout cela ne pouvait être qu'une caméra cachée particulièrement réaliste. Lorsque le nuage commença à les entourer, Léo vit ce fameux jeune homme examiner quelque chose sur le dos de sa main et la secoua vigoureusement comme pour se débarrasser d'un insecte. Les plumes sont collantes. Les flocons se déposaient sur les gens. La brise légère s'était calmée et les particules se mirent à descendre paresseusement. Léo en revint à son objectif principal et poussa Eva, essoufflée, avec plus d'insistance. La côte se faisait de plus en plus raide. Je ne peux pas faire plus vite, mon grand, haleta-t-elle. Au sommet, Grace se sautillait en criant. « Oh non! Regardez! Regardez !» Sa mère se retourna, Léo également. Sur la voie, d'autres s'étaient mis à imiter le comportement du jeune homme et se frottaient frénétiquement les mains, les joues et les bras. Léo croisa le regard de sa mère, qui hocha la tête. « Allez, on se bouge, bon sang. » J'essaye, pantela Eva. Ils étaient aux 2/3, là où le talus était le plus raide et où les orties et les broussailles redoublaient d'intensité. On ne va pas réussir à leur échapper. Comme pour confirmer ses craintes, une particule blanche, solitaire, se posa tout doucement sur la plus haute feuille d'une grande branche d'ortie, juste devant Léo. Merde! Léo se retourna pile à temps pour voir l'homme derrière lui agiter la main
et leurs regards se croisèrent. « Ce n'est rien !» s'empressa de dire le jeune homme. « Juste Nordsi qui m'a piqué. » Ils étaient presque au sommet. Grace se dansait d'un pied sur l'autre anxieuse. « Là-bas !» cria-t-elle en désignant quelque chose derrière elle. Avec un dernier effort et un cri exténué d'Eva, leur travail d'équipe paya et ils atteignirent le haut du versant. « Là-bas !» cria à nouveau Grace. « Là-bas, il y a une grange !» Au bout d'un chemin strié de brocolis vert foncé, Léo aperçut une grange en tôle ondulée, à l'air rouillé, où étaient garés plusieurs tracteurs. « Très bien, » dit Jennifer. « Allons-y. » Ils se mirent en marche, mais Léo hésita. Il se retourna pour regarder une dernière fois les gens encore en bas du versant. Personne ne semblait malade, en tout cas pas encore. Mais ils étaient tous occupés à se frotter frénétiquement la peau. Il vit le fan de télé-réalité s'asseoir lourdement sur un rail. Il avait arrêté de se frotter et de se gratter le dos de la main, mais il inclina la tête et se mit à inspecter méticuleusement sa peau. Le sourire idiot et un peu perplexe qu'il abordait jusque-là, façon « Allez, si ça vous fait plaisir, je vais jouer le jeu », s'évanouissait peu à peu.